Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement à l'Université Laval. Bienvenue à notre saison 6 d'IA Café. Sixième saison, plus de 115 épisodes maintenant. Ça s'appelle toujours IA Café Enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Content de vous savoir de retour. J'espère que vous avez passé un bel été. Merci de nous accompagner encore dans cette sixième saison. Évidemment, on vous réserve de beaux épisodes, de belles surprises, plusieurs entrevues avec les principaux acteurs, actrices de la recherche en intelligence artificielle, avec nos propres experts et expertes baristia, c'est comme ça qu'on les a nommés à IA Café, qui vont nous accompagner pour explorer tout ça. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous sommes 5 en studio, ils sont 4 avec moi. Commençons par celles et ceux qui sont à distance. J'ai Shirley Plumeran qui est là. Comment ça va, Shirley? Salut tout le monde, salut Jean-François, ça va super, et toi? Ben oui, t'as passé un bel été? Oh oui, loin de l'intelligence artificielle. Voilà. Faut faire ça C'était aussi. top. Top. Ouais, proche de la forêt de Brocéliande, vraiment isolé, pas d'ordinateur, pas d'intelligence artificielle. Quand même un téléphone, mais très loin le téléphone. Ah, c'était Bon, cool. un beau repos naturel, pas artificiel Ouais. pour toi. Stéphane Mignot est là aussi. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, pareil, je suis bien reposé, en pleine forme, suite à de belles vacances. Content de te savoir de retour. J'ai Véronique Tremblay qui est également avec nous. Comment ça va, Véronique? Très bien, très bien. Bien reposée aussi, Véronique? Très bien reposé. J'ai passé des très belles vacances grâce à Shirley. Comment ça? Pendant qu'elle était isolée dans la forêt, elle m'a prêté son appartement à Paris avec ma fille. J'ai passé 2 semaines à Paris avec ma fille. Nice! Ah, ben voilà, c'est ça aussi, il y a un Ouais. café, ça crée des liens, des collaborations, une amitié. Content de voir que cette amitié-là, elle a passé traversé la grande flaque à la nage, Ben peut-être, oui. Véronique. Bravo L'année dernière, c'est Shirley qui était venue au Québec nous visiter chez moi. Puis là, cette année, c'est moi. Fait que oui. Génial, content que ça a pu mener à tout ça, mademoiselle. J'ai aussi en studio avec moi Marie-Ève. Comment ça va, Marie-Ève? Ça va très, très bien, Jean-François. Content de te savoir parmi nous. Elle est nouvelle, Marie-Ève Vachon-Savary. Elle se joint à l'équipe d'IA Café. Qu'est-ce que tu fais à l'Université Laval, Qu'est-ce que je fais à Marie-Ève? l'Université Laval? D'abord, bienvenue. Merci de m'accueillir aussi chaleureusement. À l'Université Laval, je suis conseillère en pédagogie universitaire, donc, et je porte depuis 2023, oui, mai 2023, le dossier très simple et très peu polarisant de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur. Et j'ai moi aussi décroché du dossier IA cet été pour plutôt plonger dans les beautés des forêts québécoises et de la randonnée pédestre. Ouais, moi aussi, je me suis Non, adonné ouais. à tout ça. C'est vrai que c'est le fun de décrocher un peu. Bienvenue Ben, dans merci. l'équipe d'IA Café. Si vous reconnaissez sa voix et ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que Marie-Ève était notre invitée Elle faisait partie des invités. Ils étaient 3 à cet épisode. C'était l'épisode 113. L'épisode, on l'avait intitulé ChatGPT à l'école des sorciers, IA, enseignement et pédagogie universitaire. Donc, elle était là. Ça avait suivi avec notre épisode critique. Là, on fait toujours notre tour. L'épisode 114, l'épisode est intitulé Plus capable. Tanné de ChatGPT à l'université et la fin du techno-optimisme. Le moment Akira. Comment as-tu trouvé cette expérience, Marie-Ève? Oui. Désolé de te mettre on the spot, là, mais comment tu as trouvé l'expérience de passer à IA Café, puis après ça, nous entendre critiquer, puis nous dire toutes sortes d'affaires sur ce que vous aviez dit? Comment tu as trouvé ça?
D'abord, c'était une surprise, hein, tu le sais, Jean-François, on le savait pas. Donc, pour une personne comme moi qui aime discuter, échanger, de pas avoir de droit de réplique, et puis de toute façon, c'était pas tant de réplique, de droit de parole à la conversation, c'était plutôt inconfortable. Mais en même temps, j'ai compris... C'est ça, on a eu une prédiscussion, là, c'est-à-dire que pendant l'été, on s'est appelé, là. Puis là, on a jasé tout ça. Là. Écoute, Marie-Ève, elle me dit, mais là, c'est quoi cette histoire-là? On passe en entrevue, puis après ça, on se fait critiquer, puis j'aurais aimé ça rétorquer. Puis évidemment, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis, ou j'utilise le terme répliquer, mais peut-être nuancer ou préciser ou ajouter, parce qu'évidemment, vous savez comment fonctionne un enregistrement dans un temps limité à plusieurs intervenants. Et comme j'ai la parlotte facile, j'essaie de laisser aussi de la place aux autres. Ah oui. Mais bref. C'est ça, mais je voulais aussi... C'est en toute amitié quand même. Ben oui, c'est en toute amitié. Il faut que ça reste le cas, mais je voulais aussi le partager. Et puis désolé de t'avoir mis on the spot comme ça, mais je voulais le partager aussi à nos auditeurs parce que ça fait partie de notre formule depuis le début de IA Café, c'est-à-dire que oui, des fois, on fait des petites discussions entre nous, mais souvent, il y a une discussion entre nous qui suit un épisode d'un invité, puis souvent, on se permet de critiquer, moduler, dire ce qu'on pense. Puis, c'est une posture que j'avais instaurée au tout début en me disant, c'est pas vrai que je vais juste recevoir des experts puis dire, dites-nous, c'est quoi, nos experts aussi ont une expertise. Puis je voulais leur donner l'occasion de, c'est ça, jeter un regard critique. Pas juste être là de témoin en disant, on prend le savoir, mais aussi, on se met dans une posture analytique, une posture critique. Puis c'est sûr que ça donne des fois, c'est ça, beaucoup de poids, je dirais, à notre critique, parce qu'on arrive en deuxième, hein, on arrive en dernier. D'ailleurs, si vous voulez avoir un bel extrait de tout ça, vous aurez écouté notre épisode qui a suivi l'épisode 100 avec Yoshua Bengio. On a été très critique de cette entrevue, puis en même temps, c'est correct aussi. Je pense que ça peut détonner dans le dialogue, pas de dialogue, mais ce qu'on entend sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt techno-optimiste. Puis nous, c'est ça, on a une posture un petit peu plus techno-critique. Posture à laquelle j'adhère tout à fait, ceci étant dit. C'est ça. T'as juste pas eu la chance de l'exprimer. T'étais là pour parler un petit peu de ce qui se fait à l'université. Ouais. Donc, il y a ça. On essaie de garder cet équilibre-là pendant... c'est ça, pendant ça fait 115 épisodes, là. Faut maintenir cet équilibre-là entre techno-critique, donc faire des critiques, pas juste prendre tout comme du cash, puis essayer de formuler ce qu'on pense, puis en même temps, pas être non plus complaisant, parce qu'il y a ça aussi dans le discours en ce moment. Écoutez, vous irez vous promener sur LinkedIn, vous allez voir que c'est beau, là. C'est beau, l'intelligence artificielle. Puis on essaie de maintenir ce difficile équilibre, puis essayer d'atteindre ce juste milieu, puis on peut parfois se laisser aller. Donc, merci de... Mais là, maintenant, là, t'es là. Donc là, t'as le micro. Là, tu peux vraiment tout dire. C'est bien comme ça, Marie-Ève. Tu vas pouvoir, en toute amitié, nous dire tout ce qu'on n'a pas compris. Ah, tout ce oui. Ça arrive pas, on comprend tout. Donc, bienvenue, encore une fois, dans l'équipe Via Café Marie-Ève. OK, 2 sujets aujourd'hui. C'est assez simple, la structure de notre épisode. C'est... je veux savoir un petit peu il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ont décroché, mais je veux voir qu'est-ce qui a percolé jusqu'à vous, malgré tout, même si vous étiez caché dans le bois. Qu'est-ce qui, en matière d'IA, s'est rendu jusqu'à vous? Ça permet, c'est un bon filtre pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Si ça s'est rendu jusqu'à vous, c'est parce que c'était important. Donc ça, c'est notre première partie de la discussion. La deuxième, c'est votre automne. Donc, qu'est-ce que vous préparez? À quoi ça ressemble votre horaire en matière d'intelligence artificielle? C'est notre programme. Commençons par votre été. Tiens, on va commencer en studio tout de suite avec Marie-Ève. Marie-Ève, c'est quoi que tu as vu passer cet été dans les médias sans pouvoir y réagir? Qu'est-ce qui s'est rendu à toi? Ce qui m'a le plus interpellée, c'est une publication de Philippa Hardman. Je ne sais pas si certains d'entre vous la suivez, qui est une professeure chercheur de l'Université de Cambridge, mais aussi une experte, je dirais. J'ai toujours du mal avec le concept d'expert ou le terme, l'étiquette. On y reviendra. Ça. Disons qu'elle
elle creuse beaucoup la question de l'IA en enseignement supérieur, puis du potentiel ou des limites des systèmes d'IA pour soutenir l'apprentissage, l'enseignement. Puis elle fait partie d'un groupe d'experts en éducation qui collabore avec OpenAI. Là, j'ai aucune idée sous quelle forme. Puis elle a fait un post sur la fameuse fonction étude de ChatGPT. Donc, évidemment, dans mon rôle à moi, ça m'a tout de suite interpellée. Une fonction qui prétend soutenir l'apprentissage. Donc, quand on sait que de très nombreux étudiants ici à l'université et probablement partout utilisent ChatGPT comme outil de choix et potentiellement pour les soutenir dans leurs études, et que plusieurs profs aussi explorent cette idée-là, que l'IA générative pourrait aider les étudiants à apprendre plus, à apprendre mieux. Donc, sa critique est intéressante. Déjà, elle donnait une note de C+, au mode études de ChatGPT. Et est-ce que ça aide aux études, finalement? Ben, en fait, ce qu'elle soulevait, puis pour moi, comme experte en pédagogie, c'est sûr que experte, pas pire, je le reprends. Ben oui. Comme passionnée, personne qui ne fait qu'explorer la pédagogie depuis 25 ans, elle reprend des fondements en pédagogie, puis finalement, elle vérifie si ce fameux mode d'étude-là soutient réellement l'apprentissage en fonction de ce qu'on connaît, de la façon dont on apprend. Donc, ce qu'elle dit, c'est bon. Il y a un certain intérêt au fameux dialogue socratique que ces fonctions-là simulent. Okay. Parce que une machine ne dialogue pas réellement, mais cette espèce Elle dialogue pas réellement, mais à force ça te fait interagir. Ça sans pourrait donner la générer, réponse, comme tu dis, la fonction socratique de faire naître ce que tu as déjà dans ta tête puis que tu vois pas parce que tu n'interagis pas avec quelqu'un ou quelque chose. Mais très, très vite, le système stoppe le dialogue, donne la réponse. Donc, selon le gros problème pour l'instant, en tout cas la limite de cette fonction-là, c'est que c'est très rapide. Il y a un réflexe rapide de donner la bonne réponse parce que ces systèmes-là sont entraînés pour vite satisfaire l'utilisateur. Donc, ça permet pas l'espèce de... Et là, je préfère de loin l'expression en anglais, le cognitive struggle, cette espèce de difficulté cognitive qui est nécessaire à ce qu'il faut que tu ressentes, c'est cette espèce de mur que tu rencontres pour qu'il y ait apprentissage durable, apprentissage pérenne. Donc, ça, c'est une limite pour l'instant qui fait que ça répond pas finalement à ce qu'on devrait attendre d'un système qui soutient vraiment les études. Que ça sert aux études. Le système n'a pas de mémoire. D'un jour à l'autre, si l'utilisateur réutilise le mode étude, ce qui était un défi la veille n'est pas considéré par le système, alors que tout enseignant, tout professeur qui accompagne le saurait, tient compte des difficultés de la veille, du potentiel de la veille, des forces pour construire, échafauder. Et il n'y a pas tant d'appels à stimuler les processus métacognitifs. Donc, explique-moi comment t'en es venu à telle réponse. Donc, on sait que l'explicitation des processus de résolution de problèmes renforce les apprentissages. Donc, pour moi, pour l'instant, ça montre qu'on n'est pas là encore. Non, on n'est pas là encore. Je l'ai testé par la suite moi-même, mais effectivement... Ça marche pas. C'était pas concluant pour l'instant. Bon, on y reviendra, là, mais les promesses, on nous en fait plusieurs. Là. Ça, c'était la fonction étude. À voir si effectivement ça... Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont percolé jusqu'à toi? Il y a toujours plein de choses, mais... Mais tu as fait ton tour. Rappelle-nous le nom de l'auteur en question. Philippa Hardman, Dr. Philippa Hardman, et qui vient, là, j'ai appris ça hier, de fonder une compagnie qui s'appelle Epiphany, avec 2 collaborateurs en Grande-Bretagne, et qui serait un système d'IA pour soutenir le design pédagogique. Mais là, c'est vraiment à suivre. J'ai découvert tout ça hier. Donc, ça fait partie de mon futur aussi, suivre ce qui se développera en termes de système d'IA réellement réfléchi ou pensé pour les études. Pour les études et pour le... Qui a une vraie fonction pédagogique d'accompagnement. Exactement. OK, merci Marie-Ève. Je vais me tourner maintenant vers Véronique. Tiens, je vais aller dans l'ordre de ce que je vois à l'écran. Véronique, qu'est-ce qui s'est rendu jusqu'à l'autre bout où tu étais caché cet été en matière d'IA? Tu as essayé de te cacher de l'IA, qu'est-ce qui s'est rendu jusqu'à toi? Moi, j'ai fini par prendre le temps de lire une étude du MIT qui est sortie là, au mois de juin, Your Brain on ChatGPT, Accumulation of Cognitive Depth,
When using an AI assistant for essay writing task. Donc, je suis pas si loin là de Marie-Ève de tes intérêts, je pense, avec ça. Donc, ça faisait un petit bout que je voulais lire, j'avais pas le temps, puis j'ai pris la peine de le lire. Donc, cette étude-là qui a été réalisée auprès de 54 personnes seulement. Je trouve que c'est quand même pas beaucoup, là, étant donné l'ampleur du phénomène là, pour une étude du MIT, mais quand même, 54 personnes, une belle étude, là, randomisée. Donc, tu sais, ils ont attribué des tâches aux personnes de façon indépendante. Et puis, les tâches, ben c'est ça, c'était de rédiger un essai. Il y avait 3 groupes. Et puis, il y a un groupe qui rédigeait l'essai avec ChatGPT, l'autre groupe avec uniquement Google et l'autre groupe, le dernier groupe, sans aucune aide technologique, si on veut. Là. Bon, probablement qu'ils travaillaient dans Word, j'imagine, là, mais pas d'outils, pas d'engin de recherche. Et puis, ils ont regardé, en fait, comment le cerveau, comment le cerveau était stimulé pendant les 3 tâches. Ben, il regardait ça comment, là? Avec un électroencéphalogramme, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, ben, on n'est pas trop surpris d'apprendre que quand on utilise ChatGPT, ben, le cerveau travaille moins que quand on l'utilise pas. OK? C'est pas quelque chose de... C'est cohérent avec ce que Marie-Ève ça va disait, justement. Ça va pas nous jeter à terre, là, comme résultat, mais quand même, ça a été observé assez clairement. Le cerveau travaille moins. Ben oui. Maintenant... Surprise. Ben oui, surprise. Mais là où c'est intéressant, c'est que ils ont demandé, donc là, je vais essayer de vous l'expliquer là, pour pas mélanger personne, mais ils ont pris le groupe qui a utilisé les LLM pour rédiger l'essai, donc qui a utilisé probablement ChatGPT, là, je penserais. Ils précisent pas lequel, là, mais j'aurais tendance à penser que c'est celui-là. Donc, ils ont pris le groupe qui avait commencé avec les LLM. Et puis, après leur avoir fait rédiger un essai avec les LLM, ils leur ont fait rédiger un essai sans les LLM, comme le groupe qui rédigeait sans. Enfin. Puis ils ont fait la même chose, ils ont pris le groupe qui avait rédigé l'essai sans LLM, puis ils ont fait rédiger l'essai avec LLM en deuxième. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui a commencé par faire l'essai sans LLM, au moment où il a rédigé l'essai avec LLM, son cerveau était davantage stimulé, était davantage actif que l'autre groupe qui avait commencé avec les LLM. Donc, le fait d'avoir réfléchi avant, avec son propre cerveau... Ben oui, ça revient à ce que Marie-Ève disait avec son struggle. Là. Il y a vraiment une lutte d'abord du cerveau qui te met en marche, puis après, là, t'es prêt à travailler. Là. Ben, c'est ça. Donc, ceux qui avaient en premier réfléchi avec leur cerveau, en deuxième, réfléchissaient plus pendant l'utilisation du LLM. Donc, c'est un élément qui est quand même intéressant, là, malgré que l'étude soit assez relativement petite. Je trouve que c'est un élément intéressant. Puis, l'endroit où moi, ça amène ma réflexion par rapport à ça, tu sais, Marie-Ève prend l'angle un peu... enseignement, tu sais, mon angle à moi, en général, c'est souvent dans l'utilisation des modèles d'aide à la décision de l'IA dans l'aide à la décision ou dans la décision automatisée. Et puis, dans plusieurs cas, on se cache un peu, ou en tout cas, on se conforte derrière l'idée que, ah oui, mais il y a toujours un humain qui va réviser la réponse. Ah oui, hein? Fait que ça faudrait que ça se fasse en amont plus. Là. Ben, c'est un peu ça, là. C'est un peu là que ça amène ma réflexion. Moi, je trouve que c'est un peu facile de dire oui, mais un humain va le vérifier. Jusqu'à quel point un humain va le vérifier, là? Il va pas le vérifier. Son cerveau est pas allumé, là, s'il a pas travaillé un peu avant à prendre cette décision-là lui-même, là. C'est ça? Ben, c'est ça. Donc, je suis pas certaine, là, de l'idée de se sentir confortable derrière le oui, mais il y a un humain dans la boucle. Ouais, faut pas qu'il arrive au moins à la toute fin de la boucle, là. C'est-à-dire qu'il s'en est pas mêlé, il a même pas pensé, puis là, il regarde la décision proposée par l'outil en question, puis fait « ça a l'air bon ». Ouais, c'est ça. Comme les étudiants là, qui n'ont pas travaillé puis qui regardent la réponse. Ça a l'air bon. Ouais, copier, coller. Exactement. C'est exactement la même chose. Donc, effectivement, il y a un lien assez fort à faire avec l'éducation, là, mais ma réflexion était plus dans le milieu du travail. Quand on prend des décisions importantes avec l'IA pour des clients, par exemple, ben, comment on va faire pour s'assurer qu'il y a un humain qui réfléchit pour vrai en arrière de ça, là? Pas juste qui coche la case oui, j'ai vérifié. Ouais.
A fortiori, on peut peut-être s'imaginer en plus un contexte où potentiellement cet employé aurait toute une masse de décisions qui ont été prises automatiquement, avec certaines à vérifier. Enfin, peut-être que ça va pas être si évident que ça, parce qu'il sera pressé par le temps, ou parce qu'il aura des objectifs, ou parce que, enfin, il peut y avoir tout un contexte en plus qui est Oui. peu propice à ce qu'il puisse réfléchir. Ben tout à fait, parce que on va avoir payé une fortune pour mettre en place un Ouais. système d'aide à la décision, donc on s'attend à ce qu'il prenne plus de décisions dans sa journée. Eh oui. Donc on s'attend quelque Marie-Ève, part je à ce trouvais, qu'il réfléchisse moins. Vas-y, Oui, Marie-Ève. Marie-Ève, réagir, ouais, Marie-Ève. Oui, ben en fait, je réagirai pas sur l'étude du MIT, puis j'ai lu quand même un certain nombre aussi de critiques sur cette étude-là, puis tu le dis bien, l'ampleur est encore petite. Par contre, je trouve que ça tend à illustrer une posture que moi, j'encourage beaucoup et que beaucoup de professeurs qui ont les mêmes préoccupations que ce que vous évoquez, à la fois le travailleur qui repasse pas, est-ce qu'on n'a pas le même phénomène chez l'étudiant qui déléguerait une tâche alors que l'apprentissage c'est pas fait finalement, puis il serait pas en mesure de faire la tâche. Et j'ai beaucoup amené le concept d'aide à l'expert. Donc, les systèmes d'IA comme soutien à l'expert, mais donc pour être un expert, il faut avoir soit contribué à la prise de décision, soit rédiger un premier jet de texte à l'aide d'un modèle de langage, puis ensuite être en mesure de l'améliorer ou de soutenir une réécriture ou d'être challengé. Mm-hmm. Mais cette notion d'aide à l'expert, et moi, je propose même aux professeurs d'en parler aux personnes étudiantes, de dire si t'es pas en mesure de considérer que tu as une certaine expertise, et là, je reviens avec expert, hein, finalement, je me peinture moi-même dans le mur. Mais jusqu'à maintenant, je trouve que ça oui, de l'aide à l'expert. Puis pour qu'on aide un expert, il faut d'abord que tu sois un expert. Un expert, c'est ça, exactement. Oui. Il faut d'abord être un expert. Donc, oui, le défi est pas très différent quand on le voit dans l'industrie que dans le milieu universitaire. Quand on le voit dans le milieu universitaire, je pense. Après ça, où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quand on passe d'un usage qui est de l'ordre de la substitution à un usage de type augmentation, finalement, des productions, de la qualité des décisions, des qualités des diagnostics ou autres. Là. Ouais, je vais faire une petite parenthèse. Là. Je discutais avec un spécialiste du marketing, OK, dans une firme là, quelconque. Et puis, il m'a dit, Véronique, on a beaucoup de juniors, puis c'est vrai que les juniors vont beaucoup, beaucoup plus vite avec ces outils-là, mais il m'a dit, je pense, Véronique, que nos juniors ne deviendront jamais des seniors. Ah oui? Il y a un conférencier qui est venu à l'Université Laval il y a 2 ans, qui disait, comment passe-t-on de junior à senior et qu'est-ce que l'IA pourrait chambouler ou bouleverser dans le processus qui mène. Ils n'auront jamais développé l'expertise critique ou pas technique, mais critique sur l'outil en question. Charlie, ou en tout cas, comment s'assurer que l'expertise se développe. Vas-y, Charlie, je te vois. La transition est toute trouvée. Justement, je ne sais pas si vous avez vu passer l'information, et Marie-Ève en particulier, je pense peut-être que tu l'as vu passer. Au Danemark, ils vont autoriser l'usage de l'intelligence artificielle au baccalauréat à partir de 2026. Donc là, pour cette année scolaire. Et ça va être notamment utilisé, si j'ai bien compris, pour la préparation, pendant la préparation qui est donnée pour l'oral d'anglais. Donc, une fois le sujet tiré, il pourra utiliser, alors ce sera balisé, je ne sais pas comment, mais ce sera balisé, et il pourra s'aider de cet outil, d'un chatbot, j'imagine, pour préparer son oral. D'anglais. Avec son sujet. D'anglais. Donc, alors... OK, il veut apprendre une langue, puis il prend un outil qui est spécialisé dans les langues. Voilà. Je vous laisse avec ça. Je suis dubitatif, là. C'est comment tu vas apprendre la grammaire, fait que tu vas apprendre à compter, prends ta calculatrice. Mais en même temps, ça mérite peut-être d'être regardé parce que ils autorisent l'usage d'Internet depuis le 2008, les pays scandinaves, pour les examens. Donc, alors, je dis pas qu'ils ont tort, qu'ils ont raison, j'en sais rien. Je découvre plus ou moins le sujet. Je m'interroge et je me dis, s'ils sont dans cette dynamique-là, et a fortiori depuis 2008, peut-être que ça vaut le coup d'aller regarder ce qu'ils font,
ne serait-ce que pour savoir s'ils sont en train de se planter, déjà. Oui, on va regarder s'ils vont se planter, Shirley. Shirley, toi, ton été, comment ça... Est-ce que c'est ça qui a percolé qu'à toi? Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Véronique aussi, si tu as d'autres choses, n'hésite pas, là. Ah, je voulais juste revenir sur le parallèle avec la calculatrice, là, parce qu'on fait souvent ça Ben comme oui, vas-y. parallèle. Puis je le trouve pas si bon que ça. Je trouve Ouais? pas. C'est parce Qu'est-ce que tu reproches à ce parallèle-là? Ben, c'est parce que la calculatrice, c'est assez de base comme fonction, ce que ça Mais fait, c'est là. ça, mais tu sais, si tu prends... Tu sais, un enfant, on leur interdit la calcul. Ben, au début, comme ça, ils apprennent c'est ça que le je veux dire, concept, le concept de l'addition, ils l'ont appris quand même, là. Mais il faut d'abord qu'ils l'apprennent avant que tu leur donnes la calculatrice. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, le concept comme tel, il est compris, tu sais, quand l'utiliser, tu sais, la réflexion, tu sais, au niveau cognitif, tu sais, elle est déjà faite, elle est déjà construite. Après ça, ben, c'est vrai que, tu sais, au niveau de l'arithmétique, on est un peu moins rapide qu'on l'était avant. Mais on est moins capable de nécessaire. calculer des additions, des soustractions. Mais le concept, on le connaît on le comprend quand même fondamentalement, là, c'est quoi une addition, une soustraction, puis une multiplication, puis une division. On est capable de le faire même sans la calculatrice. Ben, Bah, c'est il y a ça. tout de même une autre différence, c'est qu'une calculatrice te donne un résultat qui est fiable à 100%. Aussi, c'est vrai. Mes calculs aussi sont fiables à 100%. C'est vrai, mais c'est pour ça que, alors que je trouve que l'utilisation des LLM, je trouve que les fonctions que ça vient remplacer dans le cerveau, je suis pas sûre qu'on les a acquises complètement avant de commencer à utiliser ça. Donc, c'est pour ça que le parallèle me dérange toujours un peu. Là. Tu sais, quand on me dit « Ah oui, mais regarde, là, les gens ont fait toute une histoire avec la calculatrice, puis finalement, c'était pas un si gros drame. » C'est ça la nuance. C'est pour ça que moi que je l'aime, cette analogie-là, c'est parce que ça permet d'illustrer à partir de quand tu peux plus utiliser la calculatrice, ou tu peux l'utiliser ou tu ne peux pas. Tu sais, chez un enfant qui est en train d'apprendre à compter, c'est pour ça que tantôt l'exemple avec apprendre, tu es en train d'apprendre l'anglais, apprends l'anglais, là, il faut que tu l'apprennes, là. C'est pas le temps de te servir de LLM. Quand tu sauras parler anglais, OK. C'est ça. Tu feras réviser tes textes par ça, mais d'abord apprendre. En même temps, moi qui ai semble-t-il. vraiment de la difficulté avec les langues, j'ai vraiment hâte au jour où je vais juste me mettre des petits pods dans les oreilles puis je vais pouvoir converser avec n'importe qui dans le monde. Ouais, parlant de langue, peux-tu nous répéter le titre de ton article? OK, regardez bien ça, on s'essaye. Your brain on ChatGPT, accumulation of cognitive depth when using an AI assistant for essay writing. Bon, c'est pas mal. Même un LLM n'aurait pas fait mieux. Shirley, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur ton été? Qu'est-ce qui s'est rendu jusqu'à toi? Qu'est-ce qui s'est rendu jusqu'à moi? Alors moi, les petites fées de l'intelligence artificielle, elles m'ont soufflé quand même un petit truc, quelque chose qui s'est passé cet été. Je pense que on en a entendu parler des deux côtés de la grande flaque et c'est un petit peu, enfin c'est un événement dramatique. Hein. C'est le suicide d'un adolescent qui s'est confié à ChatGPT et avec donc les parents qui ont décidé de porter plainte contre OpenAI suite à cet événement dramatique. Et moi, ça fait un petit moment quand même que ça me trotte dans la tête toute cette place que l'on fait à l'intelligence artificielle dans notre sphère intime, l'influence qu'elle peut avoir, la personnalisation toujours plus poussée des intelligences artificielles. L'information confidentielle qu'on dépose sur un serveur d'OpenAI ou de Claude Anthropic ou de DeepSeek. Ouais, que ce soit dans notre sphère professionnelle ou dans notre sphère personnelle. Et moi, j'entends de plus en plus, vraiment autour de moi, et enfin des personnes que je connais comme des personnes que je ne connais pas, mais j'entends de plus en plus de personnes qui n'hésitent pas à se confier comme si ChatGPT était un ami, voire à remplacer leur psychologue par ChatGPT. Et ça me crispe de plus en plus et j'aimerais bien qu'on s'y intéresse au-delà de, bien entendu, de c'est mal, c'est bien, c'est pas bien. Au-delà aussi de la fatalité de maintenant les outils sont là et puis on s'y est bien habitué, c'est comme ça, il va falloir s'y habituer. Je pense qu'il y a vraiment des choses à creuser avec des professionnels en clinique, des psychologues, des psychiatres, et même d'autres professions
il y a des choses à faire. Je pense que Véro a un avis là-dessus. Ah, Je sais oui. pas. Mais j'ajouterais que sur la même nouvelle, j'ai vu que OpenAI s'est engagé à mettre un contrôle parental. Et c'est là-dessus que je veux faire une parenthèse parce que j'ai un fils qui... Il y a aucun contrôle parental qui a résisté à mon fils. Nulle part. Ah ben, OK, chez nous. Donc... mais bien sûr. Mais évidemment. Mais j'ai vu cet article effectivement dans mon fil d'actualité. J'ai vu que donc OpenAI annonçait un contrôle parental et l'article d'après c'était un article de presse sur la facilité avec laquelle les garde-fous peuvent sauter. Ben oui. Donc quand on utilise un chatbot. Donc bien sûr. Marie-Ève aussi, Oui. je te voyais réagir. Ben, en fait, je ne sais pas si vous avez lu le dossier dans la presse ce matin, exactement, pile sur ce sujet-là. Donc, à quel point les agents conversationnels, sauf Claude, semble-t-il, répondent aux questions, même détournées d'utilisateurs pour obtenir des stratégies suicidaires, oui. Et j'ai eu une discussion ce matin avec une collègue qui me partageait qu'une personne de son entourage utilise beaucoup ChatGPT et c'est une personne qui est très seule. Et ce que je disais à cette collègue, c'est que c'est simplement un symptôme de problèmes de société beaucoup plus profond. Et en fait, c'est ça qu'on doit se poser comme question. Qu'est-ce qui fait que socialement, une personne qui vit de la détresse psychologique ne peut pas avoir accès à les soins appropriés en santé mentale, avoir accès à un psychologue, avoir des amis. Hein? On vit quand même dans une société où il y a des gens qui sont isolés. Qui sont très isolés. Notre structure sociale, notre filet social, la façon dont on vit nos vies, dont on mène nos vies. Donc, ces systèmes-là, je pense, un peu comme en éducation, ne font que rendre très visible des enjeux soit sociétaux, soit structurels. Puis après, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas plus la solution. Et je suis 100% d'accord pour le fait que mettre un contrôle parental, c'est davantage des relations publiques qu'autre chose parce que les jeunes peuvent utiliser ChatGPT partout, facilement. C'est un peu une tentative qui de type un peu technosolutionniste. Là, on va mettre un contrôle, mais ça fonctionne pas. Je serais curieuse de savoir ce qu'Anthropic a fait différent pour que Claude refuse même toutes les requêtes détournées testées. Oui, peut-être qu'il y a eu des efforts substantiels et honnêtes pour le faire aussi. Ouais. Des fois, ça a plus l'air cosmétique, comme « Ah, on en a mis un contrôle parental. » On a mis une case à cocher, avez-vous 18 ans, tu sais? Ouais. Ben oui, c'est ça. Ouais, j'ai coché. Mais en fait, je pense pas que c'est ça. C'est plus dans l'entraînement du modèle. Mais Anthropic est souvent coté par tous les... comme étant plus éthique, c'est l'IA constitutionnelle. Alors, il y a probablement dans la façon dont... On est loin de Grok, disons-le, comme ça. OK, Stéphane, maintenant, ton été, qu'est-ce qui s'est rendu jusqu'à toi? J'ai voulu lire la bande dessinée qu'avait conseillé Shirley, Carbone et Silicium. Ben oui, j'ai écouté l'épisode. D'ailleurs, je l'avais recommandé il y a 1 an. La même BD. Ben oui, mais je suis capable, grâce à l'outil que Stéphane a produit pour analyser nos propres épisodes, je suis capable de retracer des bouts. Puis là, j'ai fait Carbone et Silicium. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Bon, j'ai pas le numéro de l'épisode en question, mais donc, tu l'as lu, Stéphane? Eh ben non, parce que je l'ai pas trouvé, justement. Vous êtes trop nombreux à l'avoir acheté. Donc, du coup, je me suis rabattu sur un autre livre que je n'aurais pas acheté autrement, je l'aurais pas acheté vu l'auteur, mais donc l'auteur, c'est Luc Ferry, donc c'est pour ceux qui le connaissent pas, donc c'est un ancien ministre de l'Éducation en France. Il est philosophe, il fait aussi de l'éthique, il est prof à l'université. Et donc j'ai lu son livre. Et je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai apprécié. Oui, faisons ça. Donc disons que je suis parti sur un territoire inconnu, comme on dit. Voilà. Donc c'était un peu une expérience pour moi de lire ça, et puis surtout d'aller vers la philosophie. C'est pas forcément ce que je fais naturellement. Donc voilà. Donc j'ai fait ce petit effort. Et donc, en tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il parcourt quand même un petit peu tous les enjeux à sa façon. Donc tout ce qu'on a traité nous dans nos divers épisodes. Hein,
il reparcourt un peu tout. Il commence par classer les IA. Alors, je vais vous donner un peu sa classification. Il commence par les IA faibles. Les IA faibles, c'est-à-dire c'est toutes celles qui sont spécialisées. Donc, par exemple, les IA qui jouent aux échecs, qui font des diagnostics médicaux. Il classe les voitures autonomes dans les IA faibles et les LLM également. Il considère que ce sont des IA verticales, c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés pour répondre à une demande, un besoin très spécifique, besoin très spécifique. Unique, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui on n'aurait que des IA faibles. Et bon, là-dessus, je suis plutôt en phase avec sa description. Par la suite, il parle d'intelligence artificielle générale et de super intelligence. Pour lui, c'est la même chose. Alors, il y a quand même une distinction. C'est donc l'IA générale, c'est celle qui serait donc un peu plus horizontale, c'est-à-dire qui serait capable de faire un peu l'équivalent d'un humain, qui serait capable de multiples tâches, multiples fonctions de l'intelligence. C'est ça. Et ça, on l'a pas aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, si on a des IA qui sont multimodales, on voit bien que c'est des systèmes différents qui sont bricolés et agencés et qui, malgré tout, sont très différents les uns des autres. Et la super intelligence, ce serait une intelligence artificielle qui serait supérieure à l'être humain dans la plupart en tout cas dans la majorité, voire tous, les traitements que peut faire un humain, traitements cognitifs. Là, c'est un peu délicat parce que sur certains sujets, en tout cas sur les IA faibles qui sont très spécialisées, elles sont déjà supérieures à la plupart des humains, en tout cas sur les tâches spécialisées. Aux échecs, en tout cas, sont meilleurs que moi, là. Ça, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas que moi. Ça, c'est certain. Mais même, on prend un LLM quelconque, si je lui demande de traduire en 50 langues un texte, il va y arriver mieux que moi. Oui. Voilà, il est très fort là-dessus. Donc voilà, il rajoute derrière les IA fortes, qui seraient encore une couche supérieure, qui pour lui serait impossible, et qui serait une intelligence artificielle qui serait consciente, qui aurait en tout cas une forme de conscience, et donc qui serait au-dessus du lot. On n'est pas encore là. Mais moi, j'ai une question là-dessus. C'est quoi la conscience? Est-ce qu'on sait ce que c'est? Ouais. Alors justement, il traite dans le livre, il traite bien effectivement de ce sujet et petite question, Véronique. Ouais, petite question comme ça, un peu naïve. En passant, déjà qu'on a du mal à identifier ce que c'est que l'intelligence, je pense que la conscience c'est encore une couche supérieure, effectivement. Mais en tout cas, il traite ça et donc il y a quand même un peu de beaucoup de discussions philosophiques, mais aussi un peu métaphysiques autour de tout ça. Il suppose que ce serait éventuellement possible avec une connexion, mais avec de l'humain, donc on serait dans du post-humaniste, cybernétique, cybernétique, etc. Bon, voilà. En tout cas, c'est sa classification. T'as pas l'air trop enthousiaste. T'as aimé ta lecture ou pas, là, Stéphane? Alors, j'aime bien sa classification qui me dérange pas tant que ça. Bon, pourquoi pas? Enfin, effectivement, on a des IA qui sont. Alors, dans les IA faibles, il y a déjà plusieurs types de. On pourrait faire des sous-classes parce qu'on peut pas comparer peut-être de la même façon. Un LLM, puis un LLM avec une régression linéaire, mais bon, mais pourquoi pas. Et l'AGI, là, je pense que c'est beaucoup plus difficile à définir. C'est quoi une intelligence artificielle qui serait au même niveau que les humains. Et alors, l'IA forte, j'en parle pas effectivement avec la conscience. Comment déterminer qu'une machine serait consciente? En tout cas, bon voilà, ça c'est sa classification. Je l'apprécie, pourquoi pas. Par contre, après, il fait un espèce de procès aux techno-solutionnistes, mais un peu de façon déplacée, je trouve. Ça c'est son côté peut-être un peu politique. Donc il compare les développeurs de la Silicon Valley
à des marxistes, stalinistes, etc. Bon, je pense que là, voilà, c'est pas forcément le bon moment débat. où t'es perdu un peu là. Je me suis un petit peu perdu. Mais bon, en tout cas, il a quand même un esprit critique derrière tout ça. Hein. Il était quand même ministre. Hein. Il a un petit peu réfléchi avant d'écrire son livre. Voilà, il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. Ça vaut le coup de le lire parce que, en tout cas, il brosse un ensemble de problématiques. Il essaie de donner ses solutions. Alors là, voilà, chacun se fait son avis, qui seront plutôt pour ou contre. Alors le titre du livre, je l'ai pas donné. Ben oui. C'est IA grand remplacement ou complémentarité. Alors quand il parle de grand remplacement, donc ça serait L'intelligence forte là, qui voilà, nous remplace. Il imagine que les développeurs, que le rêve des développeurs, c'est que les machines nous remplacent. Voilà, il imagine que dans la Silicon Valley, c'est ce qu'ils veulent. Alors peut-être qu'il y a 2-3 illuminés qui veulent ça, mais je suis pas sûr quand même. Pas convaincu que c'est. Non, je suis pas convaincu que ce soit le but de faire des super. C'est notre crainte, mais est-ce que c'est leur but? Je suis pas convaincu non plus. Non, ça me dérange un peu ce discours-là où on serait nous les méchants qui essayons de créer des outils qui vont détruire le monde. Ouais. Bon, techno-pessimiste. On parle de techno-optimiste, ça verse plutôt dans cette voie-là. OK, merci. Merci de... vas-y, Stéphane. Excuse-moi, je voulais juste rajouter un petit point. Il y a autre chose qui me déplaît, c'est qu'il a tendance aussi à faire semblant qu'on n'est pas dans une imitation. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est bien une imitation de ce que peut faire un cerveau, enfin en tout cas, et aucun développeur, en tout cas, ne prétend, enfin j'espère, ne prétend avoir créé de l'intelligence. Et quand personne prétend créer quelque chose de vivant avec une intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui. Enfin, je dis personne, mais il y en a peut-être. Hein, mais ouais, je pense qu'il y a cette confusion, c'est-à-dire qu'il attaque aussi sur le fait que les développeurs essayent de créer la vie, et en fait c'est pas l'objectif. Même s'il y avait un jour une conscience, elle serait simulée forcément, ça serait simplement une imitation de la conscience. On n'obtiendra pas plus avec avec des développements, quoi. OK, Luc Ferry, à lire tous et toutes. De mon côté, tiens, moi j'ai pas parlé de mon été, je vais faire ça rapidement. Moi aussi j'ai essayé de suivre le flow du développement de l'intelligence artificielle, même si j'étais loin dans le bois. Ce qui s'est rendu à moi, Google AI Studio, je l'utilise de plus en plus. Il est le fun, il est puissant. Je sais pas pourquoi Google en parle pas plus. On dirait qu'il est... Est-ce que tu parles de Notebook LM, Notebook LM qui est associé à Google AI Studio. Donc, il déploie... Comme là, cet été, ils ont sorti un système de génération d'images 2.5 Flash. Ça s'appelle Nano Banana. C'est le nom le plus cool en ville. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas plus connu. Donc, c'est ça. Notebook, tu parlais de Notebook LM. J'ai vu qu'il y avait maintenant, c'est possible de faire leur... Tu sais, vous savez, là, ils faisaient des résumés de texte, puis là, ils faisaient des débriefings, puis ils faisaient des podcasts. Ça s'appelait Deep Dive. Là, maintenant, c'est possible de faire générer un petit podcast en français. Probablement appris à créer des podcasts en nous écoutant. Peut-être, c'est à voir. L'outil de création vidéo aussi qui est ajouté à Notebook LM. Donc, Notebook LM, ça commence à être un outil vraiment riche. Il y a ChatGPT. Je me suis enfargé dans ChatGPT 5 qui est sorti. Écoutez, presque un an après que je l'ai annoncé dans un podcast. Je m'étais trompé, mais voilà, il est sorti pour de vrai, puis il l'appelle vraiment ChatGPT 5. Puis, ce qui s'est rendu à moi, c'est que ça ne respecte pas tout à fait on dirait que les promesses ne sont pas exactement atteintes ou que c'est en train un petit peu de plafonner. Là, mais je lisais un peu les commentaires des experts plus techniques. Là, j'ai lu encore, entre autres, Claude Coulombe, un ancien collaborateur à notre podcast, qui semblait pas très impressionné par tout ça. Ça semble... les LLM, c'est encore intéressant, mais c'est comme si la courbe de croissance commençait à fléchir un peu. Là, on n'aurait peut-être pas atteint un plateau, là, mais ça commence à s'infléchir un peu. J'ai lu aussi la semaine dernière changement de directeur au MILA, là, qui est notre institution québécoise d'intelligence artificielle, donc le MILA.
c'était Yeshua Bengio qui était là avant, puis comme directeur, c'est rendu Hugo Larochelle, un ancien de l'intelligence artificielle, justement, chez Google. D'ailleurs, ça ferait un bel invité. Je pense que je vais lancer quelques perches dans ce côté pour voir si on peut se rendre jusqu'à Hugo. Si vous le connaissez, vous avez un contact, faites-moi signe. Donc voilà ce qui s'est rendu à moi. J'étais loin dans le bois, j'étais bien, puis il y a juste ça qui s'est rendu. Puis le reste, je l'ai vu passer, puis ça m'intéressait pas assez, ou ça parlait pas, c'était pas assez fort pour que j'y prête attention. OK, deuxième tour de roue, on va parler de votre automne. Mais l'automne, c'est quoi qui vous attend? C'est quoi vos projets en matière d'intelligence artificielle? On va recommencer en studio avec Marie-Ève. Marie-Ève, tu fais quoi? C'est très drôle parce que tu as mis la table sur ce dont je voulais parler, c'est-à-dire Notebook LM. C'est vrai? Oui. En fait, il y a deux choses qui vont m'intéresser, que je vais surveiller de près cet automne. Je vais être très, très impliquée cette année à l'université. En fait, la rectrice, dans son discours de on la met l'intelligence rentrée, a artificielle. mis la table sur cette année-là de la littératie de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un Intention positionnement, institutionnelle. une intention institutionnelle forte de faire de 2025-2026 une année où, que ce soit communauté étudiante, corps professoral enseignant, personnel administratif, que tout le monde soit mobilisé, mais très étroitement accompagné à une offre de formation, de soutien pour que c'est ça, il y a cette espèce de... Fait que c'est toi qui vas avoir en charge de la littératie. Non, moi je vais collaborer à l'axe enseignement-apprentissage, mais oui, je suis quand même impliquée de près là, avec les acteurs des différents secteurs. Mais de l'autre côté, il y a moi comme maman et pédagogue à la fois, là, toujours, je surveille de plus en plus de près ce que les jeunes... je sais pas si vous connaissez le concept des chemins de désir. Oui, je l'ai entendu cette semaine. C'est tellement intéressant. Puis là, vous allez comprendre le lien en aménagement des lieux physiques ou en urbanisme. Oui, c'est ça, les petits raccourcis qu'on prend. C'est une stratégie où on définit pas les sentiers ou les chemins, les voies de passage d'avance. On laisse les utilisateurs pendant un certain temps circuler dans l'espace et ensuite, on voit finalement quels sont ces fameux chemins. Oui, mais j'avais entendu dire, l'hiver au Québec, c'est super utile pour ça, c'est parce que tu vois exactement où les gens veulent passer. Exactement. Puis tu vois une belle trace dans le plat, tu dis, quand ça sera l'été, on fera un beau petit trottoir là, parce que tout le monde veut passer par là. Donc, en aménagement des espaces urbains, ça peut être une stratégie chemin de désir. Pas les chemins de désir. Alors là, moi, je m'intéresse aux chemins de désir en utilisation du système d'IA. Ouais. Et Notebook LM semble être clairement... Le chemin de désir. Tout le monde veut passer par là. Puis je comprends pourquoi. Si j'étais encore jeune... Étudiant, Si j'étais plus jeune... Oui, c'est ça qu'il faut dire maintenant. Et que j'étais encore étudiante, probablement qu'il y aurait un intérêt à utiliser le studio Notebook LM pour me créer une base de connaissances avec des contenus de cours, même si c'est pas permis. Là, j'amène toutes les... Mais le désir serait là, clairement. Moi, mes cours sont en ligne, mes podcasts sont en ligne. Si tu mets tout ça dans Notebook LM, tu te dis, fais-moi un résumé, je vais avoir un examen dans 2 semaines. Il va te faire un bon briefing. Ah oui. Hormis la génération de vidéos, là, ça, je l'ai testé, puis c'est pas à point. Je suis très surprise que Google l'ait lancé dans cette forme-là. Déjà, c'est pas des vidéos, c'est un diaporama sous forme de fichier vidéo, donc il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de... Il peut générer une narration si on lui demande. Je l'ai testé cette semaine, ça alternait entre l'accent québécois et l'accent français, alors que les podcasts sont... Les podcasts, je trouve que c'est assez stable, mais... quand tu étires ton podcast en français, des fois, ça vire avec un accent un petit peu français, là. Mais, et je termine là-dessus, c'est que beaucoup de jeunes dans les écoles primaires, secondaires, les écoles sont souvent travaillent avec Google. Donc, jusqu'à quel point, là, pour nous, dans le milieu universitaire, si les jeunes au primaire ou au secondaire ont utilisé Notebook LM, puis je sais pas comment on va faire pour... je ne sais pas si ce sera un outil qui sera éventuellement fourni ici à l'UL, là. C'est pas l'objet, mais je surveille ça de près parce que, clairement, il y a un chemin de désir, là. Il y a un chemin de désir qui mène les étudiants vers Notebook LM. Et même certains membres de la communauté qui ne sont pas étudiants. Donc, oui, moi aussi. Après, tu parles de moi aussi. Avec j'ai un petit chemin de désir vers Notebook LM. T'as bien raison. Donc, c'est ce que je surveille de près. OK, à surveiller cet automne. Véronique, qu'est-ce qui t'attend cet automne? Qu'est-ce qui attire ton attention? Où tu t'en vas? Quels sont tes chemins de désir à l'automne, Véronique? Je m'en vais complètement ailleurs. Il y a 2 choses que je vais surveiller cet automne. Le premier, il y a la conférence All-In qui a lieu à Montréal.
Le classique, classique depuis juste 3 ans, hein, mais quand même 2, 3, 4 ans. Il a mais, pris beaucoup d'espace il a pris all-in beaucoup d'espace Mm. all-in. Et c'est une conférence où on entend parler de toutes les nouvelles modes, de tous les nouveaux mots qui sortent. Donc, je vais aller voir c'est quoi la nouvelle mode cette année. Qu'est-ce que les consultants nous ont sortis qui vont essayer de nous vendre pendant la prochaine année comme nouveau truc qui va régler tous nos problèmes en intelligence artificielle. L'IA agentique, puis tout ça. Là. Agentique. Puis là, il y en a un autre, là, en tout cas, on se crée nos propres règles sur mesure. Là. Je sais plus à quel nom celui-là, là, mais je vais aller explorer c'est quoi les nouveaux mots à la mode qu'il faut connaître quand on est dans l'industrie parce que on se les fait répéter là. Même si c'est des choses qu'on fait des fois depuis 10 ans, c'est pas grave, il y a un nouveau mot. Puis on le renomme. On le renomme, puis on refait un nouveau branding là-dessus. Donc, je vais aller me mettre à jour sur le branding en intelligence artificielle. C'est la première chose que je vais surveiller. Et puis, la deuxième... En novembre, hein, c'est ça? Non, c'est en septembre. C'est 24-25 septembre. OK. Donc, deuxième chose que je vais surveiller, c'est la réglementation de l'Autorité des marchés financiers sur l'intelligence artificielle. Ça fait un petit bout, j'en parle. Ça fait un petit bout que c'est supposé sortir. J'ai vu des versions préliminaires de ce document-là. Ah oui. J'ai commenté des versions préliminaires de ce document-là. Ouais. Il y a du travail à faire pas mal. C'est très... je trouve ça vraiment intéressant que l'Autorité des marchés financiers décide de réglementer l'industrie ou en tout cas de fournir des lignes directrices à l'industrie quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je trouve l'Autorité des marchés financiers en avance sur... on n'a pas de réglementation au niveau provincial ou fédéral là-dessus. Il y a pas d'autres... il n'y a pas vraiment d'autres l'utilisation de l'IA en finance. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Non, mais c'est ça, là, ils ont une ligne directrice, ils ont rédigé des bonnes pratiques pour aider l'industrie, bonnes pratiques qui sont super bien rédigées d'ailleurs. Donc je fais la blague parce que j'y ai contribué là en toute transparence. J'ai lu le document. Okay. Donc, ils ont fourni à l'industrie des guides avec des bonnes pratiques. Puis là, on s'entend que ça, c'est plus de l'autorégulation. Là, les entreprises vont faire un peu ce qu'ils veulent. Mais là, ils sont en train de mettre en place une ligne directrice. Puis, je trouve que c'est intéressant là, que l'Autorité des marchés financiers décide de se prononcer là-dessus, alors que nos gouvernements, eux, ils le font pas vraiment. Là. Donc, c'est ça. Ouais. Ils vont peut-être réagir justement à ce genre de documents-là. Là. Des fois, ça prend quelques documents importants qui sortent. Puis, ça sort quand? Oh. Il y a beaucoup de commentaires. Disons que il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense pas que leur objectif de date de sortie va être atteint. Là, ils voulaient le sortir, je pense, en 2025, mais j'ai pas l'impression que ça va sortir en 2025. En toute honnêteté, dans ce que j'ai lu, il y a beaucoup de travail à faire encore. Là. Il y a des choses qui sont juste pas possibles dans ce qu'ils demandent présentement. Là. Donc, le contenu de la réglementation est trop intense. Là. Ça peut pas être appliqué comme ça. Donc, évidemment, il y a des consultations auprès de l'industrie, puis l'industrie, pas contente. L'industrie est jamais contente d'être réglementée, là. Et puis, le secteur des finances et des assurances est déjà très réglementé. Comparativement à d'autres secteurs. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de plaintes autour de ça, d'autant qu'il y a déjà une autre ligne directrice sur le risque de modèle. Et quand dans un modèle, une intelligence artificielle, c'est un modèle. Donc, il y a déjà une ligne directrice qui fournit des indications dans le secteur de finance, des finances et de l'assurance. Pour un peu encadrer là l'industrie dans ce domaine-là. Donc là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une autre ligne directrice sur l'intelligence artificielle alors qu'on en a déjà une sur les modèles? Bref, beaucoup de discussions. Je ne sais pas quand ça va sortir, je me prononcerai. Tu nous tiendras au courant. Curieux de... si c'est en 2026, tu nous lèveras un drapeau quand ça sortira pour voir à quoi ça ressemble la version finale de tout ça. Je vais vous donner
Oui, oui, je vous ferai un résumé même, là, parce que ce qui est Tu te intéressant... serviras de notebook LM pour... Ce qui est intéressant dans la ligne directrice... On va demander une commandite, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand l'AMF réglemente, c'est vraiment pour... tu sais, l'objectif de la réglementation de l'AMF dans le secteur, c'est vraiment pour s'assurer que les gens aient confiance en notre système financier puis d'assurance. Donc, c'est un peu pour protéger le public, mais souvent, la réglementation tourne beaucoup autour du risque financier. Alors que là, on est un petit peu plus dans c'est quoi l'impact sur la personne. Dans ce nouveau document-là, moi, je trouve ça intéressant là, que l'AMF prenne un peu Ouais. cette orientation-là. C'est un angle intéressant. Moi, je les trouve bons, là. Ben là, tu nous aguiches un peu, là. J'ai hâte de le lire, là. Donc, on n'en sait pas assez pour continuer de l'analyser. Non, mais c'est ça que je vais surveiller. Mais en même temps, je m'attends aussi à ce que plusieurs personnes trouvent que c'est pas assez, mais moi, je trouve que sérieusement, c'est quand même bien. Puis, ben, il y a toujours la question de si on réglemente trop notre industrie ici, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Google va se mettre à offrir des services d'assurance, puis Google va utiliser toute la donnée n'importe comment, puis, ben, on va juste perdre notre industrie. Donc, Oui, c'est le défi de toute réglementation. ouais, c'est c'est ça. que quand tu l'imposes de quelque part, mais si on l'impose pas ailleurs, ben on traverse les frontières puis on va faire l'autre chose. Ce Ouais, qu'on nous c'est interdit à quelque part, on va le faire ailleurs, là. C'est ça. Ça prend des agences comme ça mondiales qui essayent de baliser tout ça. Shirley, merci Véronique. Shirley, ton automne, tu vas surveiller quoi? Moi, je vais surveiller deux petites choses. Enfin, deux petites. La première, tu me l'as inspiré, en fait, Jean-François. Tu es très inspirant aujourd'hui. Ah, toujours. Toujours. Non, la première, ouais, c'est l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Parce que il me semble que le dernier épisode qu'on a fait cet été, tu en as parlé, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, là, les nouveaux outils pour... c'est ça, on a des outils hyper puissants pour analyser je vais parler des protéines, la structure des protéines, le lien avec l'intelligence artificielle, la pharmaceutique. Moi, j'avais dit, ma prédiction, c'est que on allait avoir une première protéine pharmaceutique produite, accompagnée par de l'intelligence artificielle. Donc, une protéine de synthèse accompagnée d'intelligence artificielle. Voilà. J'espère que ça va se produire pour que je puisse vous dire, je l'avais prédit. Ben, je surfe sur ta prédiction justement pour m'intéresser à l'angle de la réglementation justement, parce que si c'est quelque chose qui perce, si l'utilisation de l'intelligence artificielle fait ses preuves dans le domaine de la santé, on s'entend le domaine de la santé dans la recherche médicale, dans le domaine hospitalier, très balisé là. Voilà, qui est très balisé, où il y a justement, où l'éthique est déjà très présente. C'est intéressant justement de s'intéresser à leurs orientations, à leur autorégulation. Je trouve que là, ça peut être vraiment un moment un petit peu charnière d'aller zioter du côté de la santé. Donc, je suis très intéressée par ce domaine et j'espère voir et apprendre des choses à travers. Ben oui. Ben, suis ça pour nous, Shirley. Moi aussi, je suis intéressé par ce dossier. Stéphane, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Shirley? Ben ouais, le deuxième petit truc. Ouais, deuxième petit truc, allez. Ouais, je serais pas juriste quand même si je parlais pas de l'IA Act. Quand même, on l'oublie pas, parce qu'il est entré en application partielle le 2 août. Donc, bon, c'est très critiqué, c'est très... Voilà, les professionnels râlent un petit peu. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu une petite piqûre de rappel sur les difficultés d'application des textes dans le domaine de l'IA et dans le domaine numérique en général. Ça m'a fait retourner un peu, rezioter le RGPD et justement de me rappeler que c'était encore un texte très très vivant et même sur des notions qui peuvent paraître assez évidentes, assez acquises, elles le sont pas du tout. Ça continue d'évoluer, ça continue d'être interprété. Je pense notamment à la notion de consentement, demander le consentement de l'utilisateur. C'est vraiment très très loin d'être acquis encore dans de nombreux domaines. Donc je pense qu'il y a encore il y a des choses à regarder du côté du RGPD et de venir regarder,
je sais pas si on peut comparer, mais en tout cas de voir si on peut pas faire des ponts avec l'IA Act dans nos difficultés d'application de ce texte. Voilà. L'IA Act. Oui, à surveiller aussi. Merci, Shirley. Est-ce que tu as fait le tour? T'avais-tu un troisième petit C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Stéphane, cet automne, pour toi, tu surveilles quoi? Alors, tu sais, j'avais testé Sora et j'avais été très déçu par la génération de vidéos. De vidéos, hein? d'OpenAI. Et cet été, je me suis amusé avec Midjourney pour générer des vidéos. Et pour le coup, je l'ai trouvé beaucoup plus puissant et je pense que je vais faire plus de tests avec. J'ai trouvé intéressant. En fait, il y a un usage qui est assez intéressant, c'est que tu peux partir d'une image, générer une vidéo à partir de celle-là. Et ça fonctionne plutôt bien. Moi, par exemple, je me suis mis avec un sabre laser et voilà dans Star Wars, et ça fonctionne plutôt pas mal. Et j'ai fait un autre test, c'est qu'on peut mettre une image de début, une image de fin, et on lui demande de dessiner, d'interpoler les deux images, enfin de faire la vidéo en tout cas entre les deux. Et ça aussi, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, et notamment avec 2 vignettes de bande dessinée, comme je dessine un petit peu. J'ai mis 2 vignettes. Vignette en fait, 1, vignette 2, puis ça fait l'animation entre les deux. Exactement. Et ça a très très bien fonctionné. Donc je vais persévérer pour voir si je peux aller plus loin avec ça. Ben tu nous montreras. C'est sûr qu'à l'audio ça passe. Ben, voilà, tu nous le montreras puis on le partagera sur les réseaux sociaux. Tes découvertes. Ah, à l'écran, je viens de voir le shot sur les... Ben, ça passe mal à l'audio. Parlant de ce qui passe mal à l'audio, il y a ce commentaire-là aussi. Elle adore être une star. Stéphane, donc, qu'est-ce qui t'attend d'autre? Est-ce que c'est ce que tu vas surveiller? C'est ce que tu as envie de tester cet automne, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est les tests que je vais faire. Je vais vraiment pousser un peu plus loin l'outil pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Mais voilà, je vais commencer avec ça. Ben, commençons par ça, Stéphane. Écoutez, de mon côté, il y a plusieurs choses. En ce moment, je suis en train de suivre la commission Galant au Québec. J'en ai parlé un peu en clôture de la dernière saison. Essayer non seulement de comprendre comprendre pourquoi que ça coûte aussi cher faire des transitions informatiques, des transformations informatiques, parce qu'éventuellement, on comprend que tout l'appareil public va intégrer l'intelligence artificielle, puis on verra à quel point. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ça coûte cher en informatique, puis est-ce qu'on peut éviter les mêmes erreurs quand on va déployer tout ça avec la transition en intelligence artificielle. L'autre thème que je suis, l'IA dans les sciences géomatiques. Donc ça, c'est un petit dada là, que j'ai développé de mon côté. Les sciences géomatiques, tout ce qui est de numérisation des... Tu sais, on numérise les villes, on numérise les océans, on numérise les champs, les forêts, bientôt l'espace. Donc, toute cette tâche-là de numérisation qui, tranquillement, ils vont intégrer aussi l'intelligence artificielle-là, à qui va appartenir la donnée spatiale, par exemple. Tous ces enjeux-là, je trouve ça intéressant. C'est un nouveau champ que j'explore, que je vais tenter de raffiner. On prépare un enregistrement public aussi en octobre. Ça sera un quiz animé. J'ai hâte de voir la version audio de tout ça. Là. On va sûrement vous le diffuser ici sur ce stream. Donc, un beau quiz animé, commenté. C'est dans le cadre d'un lancement d'une exposition produite par l'Obvia sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle l'IA au quotidien ou quelque chose comme ça. Je vous donnerai plus de détails lorsque ça se fera. Autre dossier que je suis, commencer à analyser, lire, rencontrer des experts sur les réalisations concrètes de l'IA. Je pense que ça fait quand même 5 ans là, qu'on suit le domaine, puis on nous fait toutes sortes de promesses, puis cette année, j'ai envie d'explorer les promesses tenues ou non. Là. Vous savez, on faisait toutes sortes de promesses il y a 5 ans, notamment quand on va chercher du financement, on nous fait toutes sortes de belles promesses, puis là, j'ai hâte de voir ce qui se réalise vraiment en utilisant l'intelligence artificielle. On devrait
à ce stade-ci déjà maîtriser un peu mieux l'outil. Parce que cette semaine, il y a un outil, peut-être que vous l'avez vu, c'est une étude du MIT Lab qui sortait cette semaine qui affirmait que, en fait, c'est le chiffre qui a attiré mon attention, il disait que 95% des projets en intelligence artificielle en entreprise échouent. 95%. Voilà, ce qui a attiré ma curiosité. Puis là, je me suis dit, là, c'est un dossier qui est important, qu'on doit suivre. J'ai notamment prévu un invité cet automne qui va nous parler des promesses en intelligence artificielle tenues ou non en santé. Tu parlais de ça, Shirley. Ben voilà, en santé, on fait toutes sortes de promesses. Est-ce que ça va être tenu, ces promesses-là? Puis pas en finance, mais dans le domaine privé aussi. Tout à l'heure, je parlais de l'étude du MIT. On nous dit qu'intégrer de l'intelligence artificielle, ça va aider votre business. Vous allez avoir une belle croissance. Puis après ça, il y a une étude qui dit que 95% du temps, ça ne marche pas pantoute. Ce sera mon dossier principal de l'automne. En tout cas, je vais essayer de garder le cap sur cet enjeu-là. Promesse tenue ou non. Ça sera mon thème qui va me guider cet automne. Sinon, avez-vous des choses à ajouter, des choses à dire sur votre automne, sur le contenu d'aujourd'hui? Ça promet plein de nouveaux beaux épisodes. Ben oui. Donc, c'est ce qu'on vous promet pour cette saison 6. Ça conclura notre... on fait une promesse, on verra si on est capable de la tenir ou non de notre côté. Content de vous retrouver, déjà ma gang en studio, mais content aussi de retrouver nos auditeurs, auditrices. Merci d'être là. Au début du podcast, on avait ciblé la francophonie en intelligence artificielle et vous êtes au rendez-vous un peu partout dans le monde, là où on parle français, puis là où ça nous intéresse, l'intelligence artificielle. Ben voilà, merci d'être là, merci de nous encourager, merci de partager notre contenu, commenter. Faites-le, commentez. J'aime bien lire vos commentaires. Puis, si commenter à l'écrit sur nos épisodes, ça vous satisfait pas assez, faites-moi signe, puis on vous invitera au micro, comme Marie-Ève, pour essayer de vous donner à vous aussi un micro, sinon une voix. Merci à mes précieuses collaboratrices et collaborateurs. Marie-Ève, merci. Merci pour cette très belle première. Merci, un beau premier épisode pour toi. Merci Marie-Ève. Véronique, merci. Merci Jean-François, puis bienvenue à Marie-Ève. Merci Shirley. Merci Marie-Ève, bienvenue. Ravie que tu rejoignes l'équipe et puis c'est parti pour la saison 6. Et merci à Stéphane qui nous a accompagnés aussi aujourd'hui. Merci à tous. Ce sera tout. Profitez de ce qui reste de l'été pour aller fréquenter les terrasses, faire encore un peu de plein air, vous éloigner encore un petit peu de l'intelligence artificielle si c'est possible. En tout cas, il fait encore beau ici. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.